cet accueil et de l'occasion de vous parler un petit peu de forêt, parce que quand on parle de forêt, on voit surtout les arbres, et nous, on va à partir de l'arbre déplier les interactions qui déjà font l'arbre et qui vont construire une forêt. Parce que ça, c'est pas que des arbres. Hein. Peut-être que là où vous êtes, vous voyez des arbres, mais moi, je ne vois pas que des arbres. Bon, on en reparle dans une heure. Commençons par les mauvaises nouvelles pour les arbres. Il existe dans les interactions qu'ils vont établir avec d'autres organismes des interactions qui ne sont pas fameuses. Alors on va commencer par le pas fameux, pas terrible, et puis on finira par le pire. Regardez plutôt. Derrière ces arbres se cachent parfois des maladies. Et l'une de ces maladies, vous la connaissez sans doute sur les platanes, ou vous la connaissez peut-être sur les chênes, c'est ces revêtements blancs sur certaines feuilles qui apparaissent déformées d'ailleurs, hein, parce que tout ne se passe pas bien dans leur vie. C'est un champignon qui provoque ce qu'on appelle un blanc, un oïdium, un blanc qui se développe sur les feuilles et qui mange les feuilles. Alors, je vais vous montrer un film que j'ai fait moi, vous allez voir que c'est moi qui l'ai fait parce qu'il est atroce. Je vais gratouiller cette feuille-là qui est atteinte de ce blanc du chêne. Et quand je la gratouille, regardez, alors c'est un peu flou, hein, d'accord, c'est pas très éclairé, mais on voit quand même que ça devient vert. En fait, les tissus en dessous restent vivants. Ça, c'est des champignons qui parasitent, qui exploitent des tissus vivants, des feuilles vivantes. Et des organismes qui exploitent les feuilles vivantes, il y en a plein. Il y a aussi d'autres champignons qui forment des revêtements poudreux orange, les rouilles. Ça, c'est une des rouilles du peuplier. Et c'est quelque chose qui n'est pas une bonne nouvelle. Tous les gens qui font de la peupliculture vous le diront, ça baisse les rendements, parce que le champignon détourne une partie des ressources. Et il y a aussi d'autres organismes qui font des déformations. Alors ça, c'est des petites galles que vous connaissez, c'est des déformations en cornes sur les feuilles des peupliers ou des érables. Hein. Alors on parle de galles quand un parasite déforme des structures de la plante qu'il va utiliser pour lui. Si on coupe ça, on s'aperçoit que c'est un gaufrage de la feuille. Regardez, la feuille est gaufrée et ça fait un tube fermé par un anneau de poils où il y a des poils énormes. Et dans cette espèce de cage vivent des petits acariens avec un rostre suceur qui suce le contenu des poils qui ont proliféré à l'intérieur de cette corne. Voilà. En fait, ça, c'est un détournement par l'acarien de la feuille qui va se replier en doigt de gant, comme ça, pour être à la fois un gîte et un garde-manger. Oui, parce qu'il y a des poils, et ils sucent régulièrement le contenu des poils, sans les tuer, mais régulièrement, ils têtent les poils qui les nourrissent. Vous savez, des galles comme ça, on en connaît plein. Il y en a notamment sur les frênes. Sur les frênes, il y a des galles de fleurs qui font que les fleurs ne deviennent pas des fruits et restent, en séchant, des espèces de restes noirâtres qui pendouillent bêtement en hiver. Ces galles, on les appelle d'un mot allemand qui signifie breloques, les Klunkern. Et ces breloques, parce qu'on peut en faire des boucles d'oreilles si on veut, alors, c'est pas très beau, hein, mais... en fait, c'est tout simplement des feuilles. Alors là, c'est le moment où elles fonctionnent. C'est des fleurs, qui ont été modifiées, qui deviennent un petit peu poilues. Regardez, c'est blanchâtre. Hein. Et ces fleurs qui deviennent poilues, grosses et blanchâtres, nourrissent de nouveau des acariens, un peu comme les précédents. Puis après, ça meurt en restant en place et ça ne donne pas de fruits. Bon, là, il y a quelques fleurs qui ont donné des fruits, mais il y en a qui sont devenues des usines à nourrir des petits acariens. Alors, des galles, des déformations, il y en a aussi qui sont dues à des insectes, et vous connaissez sans doute celles sur le chêne qui forment des boules avec lesquelles, quand on est gamin, on joue souvent, ça ressemble à des billes. Alors à l'intérieur, il y a une larve qui d'ailleurs sort finalement par un trou, et devinez quelle partie de la plante a été modifiée là. C'est pas une feuille qui a été modifiée, c'est pas une fleur, c'est pas une tige, c'est le bourgeon. Et d'ailleurs, il reste, vous savez, le bourgeon, il y a des écailles autour. Et il reste des écailles complètement modifiées. C'est les petits bourrelets qui sont là, ou encore ici. C'est les écailles du bourgeon modifiées. Le bourgeon s'est hypertrophié et est devenu une protection pour la larve de l'animal, et un garde-manger, puisque l'animal le mange par l'intérieur. Et quand ça sort, ça vous donne un petit insecte qui est ailé, un petit hyménoptère qui va aller pondre de nouveau dans d'autres bourgeons. Alors, il y a aussi des galles sur les feuilles, qui sont ces petites galles, vous voyez, que vous avez sur les feuilles de chêne, là encore. C'est le même groupe, c'est des hyménoptères du groupe des Cynipidés. Et alors, ça, c'est un morceau de feuille. Vous voyez, ça va loin quand même, la manipulation. Qui va se détacher et servir de capsule de survie à la larve en hiver.
et l'adulte sortira au printemps. Donc ça tombe avec les feuilles, et c'est une petite capsule de survie. Alors regardez comment c'est fait, ça c'est la feuille normale, et ça c'est une excroissance de la feuille, poilue, parce que ça, les petits poils en surface, ça va permettre de maintenir un peu la chaleur, enfin ça va empêcher qu'il fasse trop froid en hiver, vous y êtes, avec une assise périphérique où il y a plein de cellules gorgées de tanins, ce qui fait que personne ne va aller croquer ça parce que c'est dégoûtant. Et puis, il y a des tissus plus tendres là que ce qu'est en train de manger la petite larve qui est au milieu. Donc, c'est une sorte de capsule de sauvetage poilue pour passer l'hiver, rien moins, en mangeant à l'intérieur. Puis un adulte sortira au printemps, qui ira repondre sur des feuilles, et ça refera des galles comme ça. Je suis sûr que vous avez déjà vu ces galles-là. Bon, bref, ça, c'est pas des très bonnes nouvelles, mais encore, l'arbre n'en meurt pas. Il y a des fois où l'arbre finit par mourir de ses parasites, et c'est notamment ce qui se passe en fait avec la vieillesse de plein d'arbres. Ils finissent par crever de champignons qui les dévorent, enfin, qui les dévorent pas directement, mais qui dévorent le bois du tronc, du coup après le tronc il casse très facilement. Alors c'est le cas ici, nous sommes dans la réserve de Fontainebleau, c'est pas innocent d'aller faire la photo là-bas, et on voit très bien que cet arbre il a cassé, mais il y a le même champignon, un polypore, un amadouvier en l'occurrence, qui est sur la partie qui a volé, ce qu'on appelle le voli, et sur la partie qui est restée en place, ce qu'on appelle la... Y a-t-il des forestiers dans la salle ? La chandelle, absolument. Alors, en fait, le champignon, il est là et là parce que c'est lui qui a tué l'arbre. Il ne l'a pas tué, j'allais dire méchamment. Il ne l'a pas tué en attaquant les parties vivantes, mais à force d'avoir mangé le bois, ça casse. Et là, c'est mort. C'est mort et le champignon finit de manger ce qu'il a tué. Ces champignons finissent toujours par tuer les arbres. Les vieux arbres meurent parce qu'ils deviennent creux. Je vais vous montrer ici ce qui se passe sur nos platanes. Parce qu'en fait, l'entrée se fait par des grosses branches coupées. Et sur nos platanes, il y a souvent des grosses branches coupées par nous. Bon, donc, ce qui se passe, c'est que ça a tendance à cicatriser, mais il reste un point d'entrée qui va permettre à des champignons qui vont pourrir le bois de cœur de rentrer. Et sur les platanes, on voit très souvent ce champignon-là. Alors, le problème, c'est que vous le regardez dessous, alors dessous, il est couleur platane, donc vous ne voyez rien. Si par chance vous le voyez dessus, alors là, vous verrez, il a un pelage roux-orange de toute beauté. Le Linonotus hispide, puisque c'est son nom, il est très commun et souvent, il finit par vieillir, se dessécher, mais il est très souvent, regardez ici ou là, à côté d'une blessure qui n'a pas cicatrisé, et il est en train, à l'intérieur, de manger le bois. Et c'est ça qui fait que rapidement, les branches deviennent creuses et qu'il faut les couper, ou que les troncs deviennent creux et qu'il faut les couper pour pas que ça s'écroule sur les passants. Levez les yeux sur vos platanes, et vous verrez très souvent, au moins quand c'est noir, parce que là, vous le voyez enfin. Et puis, si jamais vous pouvez voler, eh bien, vous verrez peut-être le pelage orange de cet Inonotus. Des maladies, il y en a plein. L'une d'entre elles, qui est une catastrophe pour les frênes chez nous, c'est la calarose du frêne, qui est en train de tuer les frênes. Et la solution que propose l'ONF, c'est de ne plus planter de frênes, parce qu'on ne sait vraiment pas quoi faire. Alors, c'est intéressant de savoir pourquoi cette maladie commence à dévaster nos frênes. C'est une maladie qui a été introduite de Mandchourie, par les frênes de Mandchourie, qu'on a introduit en Europe, et puis il y a un parasite qui a fait le trajet avec. Les frênes de Mandchourie sont adaptés à ce parasite, ce champignon qui mange les troncs, mais pas les nôtres. Et les nôtres sont en train d'en crever. Voilà. Ça nous dit qu'introduire des espèces venues de loin, ce n'est pas une très bonne idée. Et d'ailleurs, à propos d'espèces venues de loin, il y en a une qui pousse bien en France. Dans certaines régions, j'étais dans l'Allier, là, avant-hier, j'ai même peur que c'était hier, je crois, en train de tourner un petit épisode du Tour de France de la biodiversité dans un très joli espace naturel protégé, la réserve de Pierre-Châtel. C'est très beau, sauf que ça fait 90 hectares et autour, c'est Douglas. Mais ça pousse bien. C'est d'un bon rendement. Sauf que toutes ces plantes introduites, ce Douglas-là, il pousse bien parce qu'il a laissé ses parasites à la maison. Mais si les parasites reviennent, alors là, c'est une autre histoire. En Allemagne, aujourd'hui, la cécidomie du Douglas, un petit diptère, est en train de s'introduire. Et alors, c'est très joli parce que ça transforme les aiguilles, qui sont d'habitude vertes, en aiguilles rouges. À l'intérieur, vous avez des petites larves qui sont en train de manger la feuille, et ça devient rouge. C'est très beau, la première année. Les arbres rouges.
Sauf que ça n'améliore pas le rendement et souvent ça finit par crever parce que l'été est trop sec. Pas de chance. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle il faut se méfier des espèces introduites, c'est qu'elles réussissent tant que leurs emmerdes restent à la maison. Et donc, tout ça, c'est un peu instable. Bon, si vous avez des doutes là-dessus, il y a un très bon livre blanc de la Société botanique de France qu'on a fait à plusieurs pour essayer de raconter pourquoi les espèces exotiques en forêt, contre une idée reçue, ce n'est pas une bonne solution. On pourra reparler ensemble de migration climatique assistée. Il faut aller chercher les arbres tout près, pas sur d'autres continents. Bon, alors je continue avec je reviens à mes interactions. Maintenant, on va voir des choses, on va commencer à rentrer dans le bizarre, ou l'incertain. Le lierre, tout le monde connaît. Qui pense que le lierre, c'est mauvais pour les arbres? Allez, mais exprimez-vous, vous allez voir, tout le monde va gagner là, ce jeu-là. Alors, qui est contre le lierre? Bon, qui est pour le lierre? Bon, alors en général, les gens qui viennent à mes confs, ils sont pour le lierre, mais enfin, quand je vois les forestiers couper le lierre, je vois qu'il y en a qui sont plutôt contre. Ça dépend. Même dans les forestiers, c'est partagé. Bon. En fait, l'histoire est la suivante. Souvent, les gens disent « Ah bah oui, il y a beaucoup de lierre sur les arbres morts parce que le lierre a étouffé l'arbre. » Alors, le lierre, il n'a jamais étouffé un arbre. Hein. Mais ce qui est vrai quand même, c'est que souvent, le lierre casse des branches parce qu'il alourdit les branches. Et donc, ça fait un point d'entrée des maladies de cœur. Ça contribue à raccourcir la vie d'un arbre. Mais en soi, c'est un poids, quoi. C'est un boulet, et c'est pas génial. Mais sur les jeunes arbres, c'est différent. On s'aperçoit que les jeunes arbres qui ont du lierre poussent mieux que les jeunes arbres du même âge qui n'ont pas de lierre. Pourquoi? Le lierre, il court par terre, il court, puis il monte sur l'arbre. Et par terre, il exploite du phosphore, de l'azote, du potassium qu'il envoie dans ses feuilles, notamment dans les feuilles qui sont dans l'arbre. Quand ces feuilles tombent par terre, elles se décomposent en libérant de l'azote, du phosphate, du potassium et tout ce qu'on veut, qui a été ratissé tout autour par les parties rampantes du lierre. Et ça tombe sur les racines de l'arbre. Donc en fait, un arbre qui a du lierre, il est mieux nourri, parce que le lierre ramène des ressources qui retombent à terre avec les feuilles mortes, et après décomposition, le nourrissent mieux. Vous y êtes? Alors quand on est jeune, c'est bien. Pareil, quand on est vieux, on commence à être fragile, et avoir du poids en plus, c'est pas une bonne idée. Donc le lierre, je dirais qu'il est ni bon ni mauvais, mais qu'il est plutôt bon. Oui, les interactions avec les autres espèces, c'est pas toujours si clair que ça. Alors qu'est-ce qu'il nous faut encore raconter? Il y a tout ce qui traîne sur les troncs. Vous voyez, des mousses, des lichens, de la poudre. Alors ça, c'est des algues unicellulaires. Vous voyez, un peu blanches là. Blanc-vert. Quand on se frotte là-dessus, ça laisse des traces. Encore des lichens. Et puis de la mousse. Alors, vous voyez qu'en fait, la mousse, il n'y en a que d'un seul côté. Alors, petite parenthèse. C'est bon ou mauvais? Alors là, l'arbre, à mon avis, il s'en fout. C'est... D'accord? Ouais, ça, c'est neutre. Franchement, on ne connaît pas les effets sur l'arbre, et s'il y en a, ils sont probablement extrêmement minimes. Alors, par contre, petite remarque, vous voyez que la mousse est que d'un côté sur le tronc. Est-ce que ce côté est le nord? Alors, qui est pour? Qui est contre? Alors, vous remarquerez une chose, c'est que quand vous vous baladez en forêt, que vous cherchez le nord avec les troncs, en fait, chaque arbre a son nord. Ce qu'on appelle l'opinion. C'est assez divers. Alors, il y a quand même des régions où le nord est toujours au même endroit. Par exemple, en Bretagne, le nord est toujours à l'ouest. C'est-à-dire que les troncs ont la mousse toujours côté ouest. En fait, ce qui se passe, c'est vous avez des écorces cannelées. D'accord? Ces écorces cannelées, quand l'eau tombe, et le tronc il est toujours incliné dans un sens ou dans l'autre. Donc vous avez une face supérieure et une face inférieure au tronc. Et quand l'eau tombe sur la face supérieure, elle est conduite par les cannelures, directe vers le bas, elle ne repasse pas en dessous. Donc il y a une zone où quand il pleut, il y a de l'eau qui coule, même s'il n'y en a pas beaucoup. Là, il y a des mousses. Sur les côtés de cette zone, il y a un tout petit peu d'eau, mais pas trop. Il y a des gros lichens. Et en dessous, il n'y a jamais d'eau qui coule. Il y a des petites algues poudreuses qui vivent de poussière et de petites gouttelettes d'eau quand il y a de la brume.
Quand il y a du vent ou quand il y a de la pente, les arbres penchent tous du même côté, ils indiquent tous le même nord, mais qui n'est pas forcément le nord. En général, c'est le bordel, et il y a autant de nords différents que d'arbres. Voilà. Donc, vous comprenez pourquoi la mousse, c'est que d'un côté, c'est le côté où ruisselle l'eau de pluie, et il y a une frontière avec des lichens, et puis après, vous avez de la poudre. Des choses qui ne vivent que de poussière et de petites gouttes de brouillard, de petites gouttes d'eau dans le brouillard. Un petit peu difficile comme vie, donc c'est un petit peu moins exubérant. Bon, voilà. Alors, ceci étant dit, nous, on est quand même dans des régions où ce qui pousse sur les arbres, c'est assez limité. Si on était sous les tropiques, alors là, on pourrait parler de toutes les plantes qui poussent sur les arbres, notamment avec une famille qui a beaucoup fait de diversité sur les arbres, les orchidées. 80% des espèces d'orchidées, alors pas chez nous, bien sûr, elles poussent sur les arbres dans les régions tropicales. Il y a des groupes entiers qui se sont fait et la famille de l'ananas aussi, se sont fait une spécialité de grimper sur les arbres. Mais pas chez nous. Chez nous, les conditions climatiques font que ce qu'on a sur les arbres, c'est ça ou du lierre. C'est pas énorme. Et ça n'a pas de conséquences vraiment majeures. Alors justement, avec cette histoire-là, on en arrive à l'idée que parfois les interactions, elles peuvent être mauvaises, très mauvaises, un peu indécises, mais il y a aussi des interactions utiles. Et je voudrais maintenant passer sous le sol et vous montrer une interaction vraiment très utile, qui est sous terre, sur les racines des arbres. Alors ça ne se voit pas en surface, mais on s'en est aperçu. Alors, on en a vécu les conséquences très tôt, et on s'en est aperçu à la fin du 19e. Il faut des champignons pour que les racines fonctionnent. Quand on a introduit les pins qui poussent dans l'hémisphère nord, quand on est arrivé en bateau en Amérique du Sud ou en Afrique, les bateaux ils étaient bien abîmés. On a donc introduit des pins, parce que les pins, ça pousse vite, ça pousse n'importe où, ça pousse droit, et ça a une fibre imbibée de résine, ce qui fait que même quand on fait un bateau avec, le bateau ne pourrit pas trop. Donc on a planté des pins, on a mis des graines, et puis ça n'a rien donné. C'est-à-dire que ça germe, ça fait 2-3 aiguilles et ça crève. Et puis si ça survit, à 30 ans, c'est haut comme ça. Alors nos anciens ne se sont pas démontés, très pragmatiquement, ils ont introduit des plantes en pot. Et des petits pins déjà qui poussaient déjà. Et ça a bien poussé. Parce que sans le savoir, ils ont introduit des champignons du sol qui sont vitaux pour ces pins. Vous les voyez là, alors, il y a beaucoup de champignons. Les champignons, au jour le jour, c'est fait de filaments, plus ou moins microscopiques, voire visibles quand il y en a vraiment beaucoup. Et vous voyez très bien que ces champignons interagissent avec les racines et forment une structure mixte, mélangeant racines et filaments de champignons, qu'on appelle la mycorhize. Et ça, sans ces mycorhizes, un arbre ne pousse pas. Chez nous, vous plantez un arbre n'importe où, il trouve les champignons qu'il faut, c'est bon. Ou les champignons arrivent par voie de sport, par voie aérienne, enfin, ça se passe bien. Il se trouve que les champignons qui font pousser les forêts de chez nous, ce n'est pas les mêmes que ceux qui font pousser les forêts tropicales, et sous les tropiques, ça ne marchait pas, et les pins ne poussaient pas. Alors, une fois qu'on a introduit des pins en pot, ça a très bien poussé, et même ça a été une catastrophe, parce que les pins sont devenus invasifs. Et aujourd'hui, ils remplacent, des pinèdes extrêmement homogènes, remplacent des écosystèmes parfaitement hétérogènes et riches, comme le Cerrado en Brésil, et c'est une vraie catastrophe écologique. Mais bon, ça a marché, techniquement. Alors, ces mycorhizes, ce sont des associations avec des champignons qui peuvent avoir des couleurs différentes, et qui viennent faire une chaussette autour de la racine. Voilà une très belle mycorhize sur du pin qui est fait avec un champignon jaune. Alors, du coup, c'est assez spectaculaire. Et ça, c'est mon doigt. Ça, c'est un de mes doigts. Donc, vous voyez que ça fait des proliférations. Souvent, la racine se multiplie au contact du champignon, et ça permet des épousailles plus étroites entre les deux partenaires. Épousailles que vous pouvez voir ici en coupe. Le champignon fait une chaussette qui pénètre un tout petit peu entre les cellules les plus externes de la racine. Et ça, c'est la racine avec les cellules en division. Elle grandit par là. Les vaisseaux qui transmettent les sèves. Et puis les cellules périphériques de la racine. Vraiment, c'est un organe mixte. C'est un mélange de champignons, myco, et de racines, rhiza, et ce qu'on appelle la mycorhize. C'est ni du champignon ni de la racine. C'est un mélange des deux. C'est étrange, cette idée. Une partie de la plante est mélangée avec une partie du champignon. Cellule à cellule. C'est très, très bizarre quand vous y pensez. En tout cas, les champignons qui font ça, c'est nos champignons forestiers. C'est 60% des champignons en forêt, leur boulot, leur façon de vivre, c'est d'être associés aux racines. Et pour eux aussi, c'est vital. Donc ces champignons-là, on les trouve qu'en forêt. Amanite, russules et lactaires, bolets, girolles, trompettes de la mort, pieds de mouton. Et aussi les truffes. C'est-à-dire sur les truffes, à la fin du 19e, qu'on a découvert cette association
Parce que les gens se demandaient pourquoi on a des truffes que quand on a des chênes ou des noisetiers, enfin, que quand on a des arbres. Et en cherchant bien, ils se sont aperçus que la truffe était la partie reproductrice, contenant plein de spores qui peuvent être dispersés, d'un organisme filamenteux qui faisait des mycorhizes, qui fait encore des mycorhizes sur les arbres. Donc voilà les exemples de ces espèces-là. Alors, si c'est vital pour les deux partenaires, c'est que les deux partenaires ne savent pas se nourrir seuls. Le champignon ne sait pas trouver certaines de ses vitamines, ni aucun sucre seul. Il a besoin de récupérer ça sur la plante. Et la plante ne sait pas bien exploiter l'eau et les sels minéraux dans le sol. Et donc c'est le champignon qui va faire les courses pour elle, en échange d'un peu de sucre. En plus, il y a des protections réciproques des partenaires qui font qu'au total, ça, c'est une bonne nouvelle pour l'arbre. C'est ce qu'on appelle une symbiose, une vie ensemble à bénéfice réciproque. Il y a aussi des effets de protection et je vais vous en montrer deux. Le premier, c'est par rapport aux maladies du sol. Alors, on va faire une histoire. On va jouer un jeu un peu cruel avec des Camesiparis qui sont mycorhizés en bleu ou pas, en vert. Et à un moment, paf, on lâche dessus un parasite racinaire, un Phytophthora. Qu'est-ce qui se passe ? Pour ceux qui sont mycorhizés, il y a 5% de morts. Pour ceux qui ne sont pas mycorhizés, au cours du temps, il y a 5% de survivants. Le champignon, qui est présent sur les racines, est capable de protéger la plante de plusieurs façons. Il fait écran, il produit des antibiotiques et il stimule les défenses de la plante, qui se retrouve donc plus à même de se défendre. C'est un peu ce qui vous arrive à vous aussi avec les bactéries de votre tube digestif. Alors vous avez toujours des bactéries dans le tube digestif, mais quand on prend des souris et qu'on les prive de bactéries dans leur tube digestif parce qu'on les élève dans des enceintes stériles, leur système immunitaire ne fonctionne pas très bien. Et vous, à la naissance, c'est pas top. Puis quand les bactéries arrivent dans votre tube digestif, ça envoie des signaux qui activent votre système immunitaire. Donc, entre la protection directe et la modification du système immunitaire de la plante, ça protège les plantes d'avoir ces champignons. Mais ça les protège aussi contre des toxiques du sol. Et un des toxiques du sol, c'est le calcium. Le calcium, il empêche un petit peu certaines plantes de pousser. D'ailleurs, les plantes qui poussent sur calcium et celles qui ne poussent pas sur calcium. Eh bien, il y a beaucoup d'arbres qui poussent en présence de calcium. Le calcium, il y en a beaucoup dans le calcaire. Donc, autant dire qu'ils poussent sur calcaire. Qui poussent bien sur calcaire, mais en fait, vous allez voir, ils ne poussent pas bien sans leurs champignons. C'est vrai pour le pin ou pour l'eucalyptus, qui normalement se plantent n'importe où. Regardez, en présence de mycorhizes, que votre petit eucalyptus est poussé sur calcium ou en l'absence de calcium, ça pousse. Ce n'est pas des formules chimiques, ça c'est juste présent-absent, plus-moins. Bon. Quand il y a des mycorhizes, votre eucalyptus pousse bien sur calcium ou en absence de calcium. Quand il y a du calcium, il pousse un chouïa moins bien. Bon, il pousse. Ça va ? D'ailleurs, on en plante partout. D'ailleurs, trop peut-être même. Bon. Maintenant, on va voir ce qui se passe quand il n'y a pas de mycorhizes. Alors, quand il n'y a pas de mycorhizes et en l'absence de calcium, ça pousse 2 fois moins. Oui, parce qu'il mange moins bien, l'arbre, il est à la peine. Quand il y a du calcium, ça pousse, paf, 10 fois moins. Parce que ça pousse 2 fois moins parce que c'est mal nourri, mais parce que ça pousse 5 fois moins en plus, parce que ça devient sensible au calcium. Alors comment fait le champignon pour protéger la plante du calcium ? Déjà, vous vous souvenez, ça fait une chaussette. Donc finalement, la racine, soit elle est emballée dans de l'écorce, soit c'est des petites racines toutes jeunes qui n'ont pas d'écorce mais qui sont dans une chaussette de champignons. L'arbre, il ne voit pas le calcium. En plus, le champignon pompe le calcium vers l'extérieur. Et troisième chose, il le précipite sous forme de cristaux d'oxalate. Là, vous avez un champignon qui a poussé dans un milieu très riche en calcium. Et il fait des cristaux d'oxalate de calcium. Quand ça fait des cristaux, le calcium, il ne peut plus bouger. Donc entre la protection, le pompage vers l'extérieur et l'immobilisation dehors sous forme de cristaux, le calcium, autour de la racine, il est plus capable d'abîmer la plante. Et voilà comment beaucoup de plantes, notamment les pins et les eucalyptus, il n'y a pas que les arbres, mais notamment beaucoup d'arbres, sont capables de pousser en présence de calcium, alors même que c'est toxique, c'est parce qu'en fait, ils ne le voient pas. Alors, il y a une dernière chose, c'est qu'effectivement, quand vous êtes jeune, il faut avoir des mycorhizes si vous voulez manger. Et ça va déboucher sur ce qu'on appelle un effet pouponnière. C'est-à-dire que quand vous avez des adultes autour, regardez la quantité, le pourcentage de racines avec des mycorhizes, là,
Vous voyez que quand vous avez des adultes autour, vous avez beaucoup de mycorhizes. Quand vous n'avez pas beaucoup d'adultes autour, vous n'en avez pas beaucoup au début. Puis ça a beau monter, vous n'en avez quand même pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que quand il n'y a pas d'adultes, il faut nourrir le champignon. Donc on ne peut pas en nourrir beaucoup quand on a une plantule. Quand il y a des adultes autour, il y a tous les champignons qui ont déjà été nourris par les adultes. Et vous vous connectez aux champignons qui étaient déjà nourris par maman, souvent. Parce que les plantules germent souvent sous la plante mère. C'est en fait des sortes de soins parentaux. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez la teneur en phosphore, et la teneur en azote, qui reflète la nutrition, quand il y a des adultes, on pourrait se dire la concurrence avec les parents fait qu'ils mangent moins bien, qu'ils ont moins de ressources. Non, parce qu'ils ont plus de champignons qui les nourrissent, et donc vous voyez que la teneur en phosphore et la teneur en azote est supérieure quand il y a des adultes que quand il n'y a pas d'adultes autour. Parce que, en gros, les adultes prépayent des champignons pour les plantules qui sinon devraient les payer, et elles ne peuvent pas s'en payer beaucoup vu que ce ne sont que des plantules. Alors là, vous comprenez que la coupe à blanc, ça pose un léger problème. C'est pas financièrement, c'est rentable parce que vous venez une fois pour couper tout, donc on peut comprendre que ce soit développé. Mais ça pose plein de problèmes. Alors, on ne va même pas parler de l'érosion qui va se produire là, mais le problème, c'est que comme vous avez bousillé les plantes, tous les arbres, vous tuez les champignons, et quand vous allez replanter, vos plantules, elles vont avoir du mal à réinstaller des champignons. Et donc, il faudra mettre des engrais, et ça, souvent, après une coupe en blanc, on est obligé de mettre des engrais, pour aider les jeunes plantes, les jeunes arbres à commencer à pousser. Et puis souvent, il faut passer pour enlever les mauvaises herbes qui poussent éventuellement plus vite. Donc ça demande de passer, ça coûte de l'argent ou ça coûte des herbicides, ce qui est encore pire. Vous y êtes ? Donc l'idée, c'est que dans l'idéal, ce qu'il faut, c'est garder le cycle forestier continu et avoir toujours des adultes de façon à entretenir les champignons mycorhiziens. Et comme ça, les petits vont reprendre plus vite. Alors ça impose des contraintes financières. Mais en particulier, vous allez éviter l'érosion. Alors en plus, éventuellement, il y en a qui ont la bonne idée de labourer avant de remettre des arbres. Et ça, alors là, si jamais il reste des champignons, ils se font détruire la gueule. Ça, on est bien sûr qu'il n'y en a pas. Ça, c'est la sylviculture landaise. Ça se devine, nous sommes dans les Landes, là. Voilà. Effectivement, après, ça ne pousse pas très bien. Et là, du coup, il faut mettre des engrais. Et finalement, le rapport coût-bénéfice commence à s'éroder. Donc on a envie de cycle forestier continu, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelques adultes qui traînent, voire même il y a des arbres de tous les âges, et de temps à autre, on vient retirer quelques arbres. Alors c'est pas aussi facile techniquement, mais ça fait des sols plus durables et des productivités augmentées. J'en parle beaucoup dans ce petit bouquin, qui je crois est le seul de mes bouquins qui n'est pas en vente à la sortie, mais c'est pas grave. C'est un bouquin sur les sols où je raconte toutes ces histoires-là. Mais on reparlera d'autres livres si vous voulez vraiment acheter quelque chose après. Je voudrais continuer avec mes bonnes nouvelles et maintenant passer du sol au plafond, c'est-à-dire aller dans les parties aériennes. Alors dans les parties aériennes, ça ne se voit pas, mais il y a plein de micro-organismes et de petits animaux qui aident la plante. En particulier la feuille. La feuille, vous savez, elle est pleine de trous parce qu'il faut que l'oxygène rentre la nuit et le CO2 rentre le jour. Donc vous avez une coupe de feuilles ici, vous voyez les tissus de la feuille, les cellules sont en brun, et en noir, c'est les trous. Il y a des trous partout dans la feuille qui permettent la circulation des gaz. Et ces trous, ils débouchent à l'extérieur par des petites prises d'air qu'on appelle des stomates. Prises d'air, dites-vous, mais c'est l'endroit par où les microbes peuvent rentrer. Et ces trous sont peuplés de microbes. Ici, on a rendu fluorescent en vert tous les champignons de la feuille. Vous voyez, il y a plein de filaments de champignons qui traînent partout, entre les cellules, dans les trous. Et d'ailleurs, ils sont rentrés, regardez, par les prises d'air. Une feuille, c'est une centaine de champignons qu'on dit endophytes, qui vivent dans la plante, endo, dans, phytone, la plante. C'est 100 millions de bactéries par gramme. Oui, parce que les bactéries, c'est beaucoup plus petit que les champignons, donc on peut en mettre beaucoup plus. C'est 10 fois plus petit qu'un champignon. Vous voyez, c'est à peine mon pointeur, là. Bactéries, c'est même pas mon pointeur. Donc on peut en mettre plein. Et en fait, ces microbes, ils ont plein d'effets favorables sur la plante. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu que les plantes, les arbres dépolluent l'air et éventuellement consomment le méthane qu'il y a dans l'air. Non. Les microbes qu'il y a dans les feuilles, oui. Cette propriété d'épuration de l'air,
et de retrait du méthane de l'air, c'est une propriété des microbes. Et d'ailleurs, ces microbes, ils ont maintenant, plus directement par rapport à la plante, des rôles protecteurs. Alors voilà une plante que vous reconnaissez, c'est l'if, avec ses fruits qui sont comestibles, mais pas les graines, hein, mais la partie charnue est comestible. Et en fait, il y a tout un tas de toxines, mais l'une des toxines, c'est le taxol, qui est bien connu pour être une toxine dont certains dérivés sont utilisés comme anticancéreux. Et très longtemps, on a récolté de l'if pour faire cet anticancéreux. On s'est aperçu qu'un champignon qui pousse dans l'if est en fait la principale usine à taxol. C'est-à-dire qu'il transforme des précurseurs fabriqués par l'if, et c'est lui qui fait le taxol. Donc il y a eu un moment où on a commencé à essayer de faire du taxol en cultivant juste le champignon. Ça n'a pas duré longtemps parce que très peu de temps après, en fait, les chimistes ont réussi à faire la synthèse chimique de cette molécule. Entre nous, c'est pas simple à faire ça. Mais donc, en fait, maintenant, le taxol, il est d'origine purement synthétique. Mais vous voyez qu'en fait, l'usine pour fabriquer les composés toxiques qui font que finalement l'if va être toxique et qu'il ne faut pas manger les graines et bien sûr pas les feuilles, eh ben, c'est un habitant. Et les habitants des feuilles peuvent avoir des rôles protecteurs. Et pour vous en convaincre, je vais maintenant prendre d'autres habitants des feuilles des arbres, parce que là, ce que je vous dis sur les microbes des feuilles, c'est vrai aussi pour les petites plantes herbacées. Elles ont aussi des microbes qui les protègent. Entre nous, ces microbes protègent leur gîte et leur garde-manger, donc on peut comprendre qu'ils aient un effet protecteur, ils sont juste en train de survivre, en protégeant là où ils habitent et là où ils mangent. Bon. Mais maintenant, je vais vous emmener voir une association qui est commune parce qu'on l'a sur tous les arbres à feuilles caduques de nos régions, et peu de gens la connaissent. Souvent, les gens savent qu'il y a des fourmis qui protègent les arbres. Qui a entendu parler des fourmis protectrices des arbres ici ? On parle de ça en zone tropicale, on raconte souvent qu'il y a des fourmis qui vivent sur les arbres et qui les protègent. Alors on raconte souvent cette histoire-là, bon, ça, visiblement personne n'a trop... Ouais, il y a au moins une personne qui a entendu ça. Mais oui, en fait, ça c'est une anecdote et puis c'est tropical. Chez nous, il y a des touffes de poils à la divergence des nervures, regardez, sur du hêtre, et ici sur du chêne, dedans, il y a des petits acariens qui viennent et qui se protègent dans ces touffes de poils. Alors, ces acariens, ils habitent là et on parle de domaties, ces structures, du latin domus, ce sont des maisons à acariens. Avec une bonne loupe, sous n'importe quelle feuille de nos régions, vous verrez les touffes de poils, et éventuellement vous verrez les acariens sous la forme de ballons de rugby à 4 paires de pattes. C'est comme ça, un acarien. Et quand ils sortent faire leurs courses, regardez, 1, 2, 3, 4 paires de pattes, ne confondez pas les mandibules. Quand ils sortent manger, ils mangent des acariens mangeurs de feuilles ou des champignons parasites en train de germer. En fait, quand ils sortent, ils protègent la feuille. C'est une jolie association parce que là, on n'échange pas de nourriture, c'est protection contre protection. L'acarien est protégé dans les domaties et quand il sort manger, il protège la feuille des agresseurs. On compte que la plante économise ainsi 10% des produits de sa photosynthèse qui sinon passeraient à des petits parasites qui boulottent la feuille. C'est énorme, hein ? Et ça, c'est sur toutes les feuilles de chez nous. Qui savait que les feuilles des arbres de nos régions tempérées et de nos forêts abritent des acariens ? Là, c'est plutôt 0. Ouais. Et pourtant, c'est la règle générale. Et il suffit de bien regarder. D'ailleurs, sur le tilleul, vous voyez très bien les touffes de poils. Rien qu'à l'œil nu. Mais il y en a partout. Alors, encore un truc là. Si vous avez tué tous les arbres, la réserve d'acariens pour la génération suivante... D'accord ? Maintenant, je voudrais terminer par une dernière chose qui nous renverra à la forme des arbres. Bon, personne n'a tilté sur cette image, elle vous paraît normale, mais il y a un scandale. C'est la forme des arbres. Regardez, il y a un tronc et puis les premières branches sont très hauts. Alors c'est habituel, du coup, personne ne se pose de questions, mais au début, l'arbre était un buisson qui a grandi. Même si maintenant le tronc occupe cette surface-là, ce volume-là, il devrait y avoir toutes les branches basses qui restent. Parce que l'arbre ne grandit pas comme un parapluie qui se déplie, il grandit par le bout. Où sont passées les branches basses ? Parce que si mon arbre pousse seul, on voit des branches basses dès la base. Et c'est même les plus grandes. Où sont-elles passées ?
Alors, elles ont disparu. C'est vrai que les chevreuils font du travail, mais vous savez, les chevreuils, ils ne commencent pas par le bas, ils commencent par le haut. Donc, ils ont plutôt tendance à ratiboiser par le haut que d'enlever les branches basses pour que le haut monte. Non, l'histoire est plus compliquée. Alors, je vous emmène en Bretagne où on a des arbres introduits, qui ont été introduits pour le remembrement, pour faire des haies. Ce qui était un peu con d'ailleurs, parce qu'en fait, ils ne supportent pas le vent. Mais chut. Au début, quand ils sont jeunes et qu'on les taille, ça fait des haies. Et un de mes ancêtres s'est dit, j'en ai trop pour entourer toutes mes parcelles. Évidemment, après le remembrement, il n'y a plus besoin de beaucoup de périmètre. Je vais faire une forêt pour mes héritiers. Alors, regardez le bordel. Là, les branches basses sont toujours là. Elles sont mortes, parce qu'il n'y a pas assez de lumière, ou moribondes, parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Mais alors même que le bois par terre se décompose bien, elle ne se décompose pas bien, parce que c'est un milieu très particulier, très sec. Et en fait, ce qui décompose ces branches, ce qui les tue si elles sont encore un peu vivantes, et les mange quand elles sont mortes, ce sont des champignons qui sont assez spécifiques de chaque espèce d'arbre. Comme c'est introduit, ça a été introduit sans les agents d'élagage. On parle d'agents d'élagage, puisque retirer les branches basses, c'est élaguer, sans les agents d'élagage qui sont restés là-bas. Et d'ailleurs, ça, vous le savez, parce que sur le Douglas qui est introduit, il faut élaguer à la main pour obtenir des beaux troncs. Ah bah oui, parce que là, les troncs, ils sont merdiques. Quand ils grandissent, ils englobent des branches en train de crever. Quand vous faites des planches là-dedans, ça ne le fait pas. Bon. Donc ça, c'est une catastrophe en termes de production de bois. Et le chêne rouge d'Amérique ou le Douglas s'élague très mal, et on a intérêt à passer dans la parcelle, coût supplémentaire, pour élaguer, de façon à ce que ça fasse un beau tronc. Alors, le fait est que là, les branches ont disparu parce qu'il y a des agents d'élagage, comme ce champignon ici sur le hêtre, qui sont en train de boulotter les petites branches, parce qu'elles sont mortes, ou parce qu'elles sont affaiblies. Alors, ils ont l'air de décomposer du bois ou d'être des petits parasites, mais en réalité, la vérité vraie, c'est que comme ils retirent ces petites branches, rapidement, ça va cicatriser. Ils ne sont pas à même de rentrer dans le cœur du bois. Ils ont besoin d'un milieu très aéré, et au cœur du bois, il n'y a pas assez d'oxygène pour eux. Donc, ils restent à la porte, ils crèvent. Rassurez-vous, ils ont fait des spores entre-temps, et ils passent sur d'autres branches. Donc, rassurez-vous pour eux, mais l'idée, c'est que donc ça cicatrise, ça se referme, et donc, dans le bois, très souvent, vous avez ces moignons avec une cicatrisation parfaite, qui fait que maintenant la fibre est continue, et surtout l'écorce est continue, donc les maladies ne peuvent plus rentrer. Vous vous rappelez que l'entrée des maladies dans le tronc, c'est souvent de ça que meurent les arbres. Donc ça, c'est une cicatrisation qui fait que vous avez un arbre plus résistant mécaniquement, avec une écorce qui empêche l'entrée des maladies, et au fait, un tronc dont on peut faire des planches qui se tiennent. Parce que la forêt de mes ancêtres, on n'en fera jamais des planches. Enfin, ça brûle bien. Bon, et donc, vous voyez, le vrai problème de ces histoires, c'est que la cicatrisation, il faut qu'elle se fasse assez vite pour que les maladies de cœur ne rentrent pas. Et quelque part, ces champignons qui tuent les petites branches, ils permettent une cicatrisation rapide. Et donc, qui permettent la santé de l'arbre. Vu du point de vue de l'arbre, ce sont des alliés. Et malheureusement, ce processus-là, quand des très grosses branches tombent, ça ne se passe pas pareil, ça ne cicatrise pas assez vite. Et là, par contre, là, vous arrivez à des maladies. Bon, alors, j'en parle dans un autre livre, mais il n'est pas là non plus, je crois. C'est celui que j'avais écrit sur les microbes. Cette idée que finalement, la plante est vraiment construite par des microbes, et en particulier, la forme de l'arbre en forêt, c'est une sculpture de champignons, sculptée par les champignons. Alors ensuite, il y a des bonnes nouvelles aussi pour l'avenir, parce que c'est bien d'avoir des arbres, mais il faut la forêt du lendemain aussi. Or, il y a aussi des interactions qui se cachent derrière la préparation de la génération suivante. Regardez plutôt. Déjà, il y a des arbres qui ont besoin de pollinisateurs pour que le pollen passe d'un arbre à l'autre. Bien sûr, il y a beaucoup d'arbres dont le pollen est dispersé par le vent, et d'ailleurs, les allergiques au pollen en souffrent souvent. Mais il y a aussi des arbres dont le pollen nécessite des insectes. Et l'un de ces arbres que vous reconnaissez ici, vous avez toutes les fleurs mâles et puis les petites fleurs femelles qui sont à la base, là, qu'on voit à peine. Il y en a une là, de fleurs femelles. C'est quoi cet arbre ? C'est le châtaignier, dont on fait un miel très particulier, mais vous êtes le châtaignier, c'est pollinisé par des insectes, et d'ailleurs on peut en faire du miel. Bon, la première étape
pour l'avenir, pour la génération suivante, c'est la pollinisation, et parfois elle a nécessité la présence d'animaux. Mais l'autre étape qui nécessite la présence d'animaux, c'est la dispersion. Quand les graines tombent, certaines vont germer autour des parents, mais c'est bien aussi d'aller voir ailleurs, parce qu'il y a moins de monde, il y a moins de compétition. Qu'est-ce qui disperse les graines ? Souvent les animaux. Alors déjà, c'est l'histoire de beaucoup de fruits qui sont des fruits d'arbres. Bon, alors ok, la banane ou l'ananas, c'est pas tout à fait un arbre, mais le reste du temps, ces fruits charnus, ils vont attirer des animaux qui mangent la pulpe, mais pas les graines. Attention, les graines, souvent, d'abord, elles sont dures, deuxièmement, elles sont pas bonnes au goût, et troisièmement, souvent, elles sont toxiques. Rappelez-vous la graine qui est au milieu de l'arille de l'if. L'arille est comestible, il y a des animaux qui vont venir manger ça, mais ils vont surtout pas manger la graine, parce qu'elle est toxique. De même, les graines, les noyaux de cerises, ou de pêche, ou d'abricots sont toxiques pour nous. Alors même qu'ils sont par ailleurs très riches en amidon, comme des amandes, ce serait très très bon à manger, d'un point de vue alimentaire calorique. Ouais, mais c'est toxique. Donc l'idée, c'est que vous avez la graine qui est immangeable, et le fruit qui attire des bestioles qui vont rejeter les graines ou les déféquer. Alors ça, c'est le mieux, ça. Parce que le temps que ça arrive à l'autre bout du tube digestif, ils se seront baladés et ça fait plus de chemin que des graines recrachées. Mais recracher ou chier, la graine est déplacée. Alors, il y a aussi des animaux qui ne vont même pas manger ça, mais qui vont disperser en faisant des réserves. C'est le cas des geais. Les geais, ils font des réserves de glands, puis de temps à autre, c'est pas qu'ils oublient une cachette, c'est qu'ils meurent. Parce qu'un geais, il a une mémoire d'éléphant. Enfin, c'est un geais, mais il a une mémoire d'éléphant. Ça a une très très bonne mémoire, les geais. Simplement, des fois, ils meurent et ils ne mangent pas leurs réserves. Le geais, il explique notamment que lors de la dernière reconquête post-glaciaire, quand le climat s'est réchauffé en Europe, le chêne est remonté vers le nord à la vitesse de 150 mètres par an. Ça, c'est la vitesse du jet, en fait, la vitesse des caches de jet d'année en année. C'est énorme. Les écureuils font aussi partie des choses qui font des réserves. Mais alors, les écureuils, c'est un peu plus chiant, parce qu'ils les font souvent en hauteur, les réserves, et une graine oubliée en hauteur, c'est pas vraiment un espoir d'arbre. Alors maintenant, je vous emmène un petit peu loin d'ici, je fais une exception à ma vision très très européenne des forêts, et je vous emmène voir les tambalacoques de la Réunion. C'est des très très beaux arbres, dont, jusqu'à une date récente, tous les plus jeunes dataient du XVIIe siècle. Mais on n'en avait pas de plus récent. Et là, vous allez voir que l'interaction avec les animaux, c'est pas que la dispersion, c'est plus. La graine de tambalacoque, elle est faite d'une énorme protection, un tégument dans lequel il y a une graine. Et en fait, ce tégument, il est tellement énorme qu'il ne laisse pas passer l'eau et ça ne germe pas. Alors l'hypothèse a été faite que peut-être autrefois, les dodos étaient capables de manger ces graines, et dans leur gésier, des fois, ils se contentaient de les fendiller et d'abîmer l'emballage sans pour autant arriver à l'ouvrir et à digérer la chose, et que l'emballage fragilisé permettait ensuite, dans les crottes, de germer. En fait, là, ce que vous voyez, c'est que des fois, le passage dans le tube digestif mûrit la graine et lui permet de germer. Et on a donné ça à des dindons, et miracle, ça a marché. Les graines, après le passage dans le tube digestif de dindon, celles qui n'avaient pas été trop fendues et qui n'étaient pas digérées, eh bien, elles germaient. Et en fait, on sait aujourd'hui on pense aujourd'hui avec plein de raisons que ce n'est pas les dodos qui manquent le plus, c'est plutôt les tortues qu'il y avait sur les îles donc, de la Réunion et l'île Maurice. C'est surtout toutes ces tortues qui devaient manger ces graines et être les agents de dispersion et de maturation, plus que les dodos. Mais tout comme les dodos, ces tortues ont été mangées. Et d'ailleurs, elles ont été mangées d'abord parce que la soupe à la tortue était bien meilleure, paraît-il, que la chair du dodo. Mais en tout cas, vous voyez que là, avec la disparition des agents de dispersion, c'est carrément la capacité à germer qui disparaît. Bon, voilà. Alors vous vous souvenez aussi que les jeunes tombent à proximité des mères et que les mères peuvent aussi encourager la présence de ce qui aidera les jeunes à s'installer. Et vous voyez que finalement, l'arrivée de la génération suivante, dans cette fonction-là aussi de la plante, vous avez des interactions. C'est des interactions plus transitoires, mais il y a des interactions aussi. Maintenant, j'aimerais
terminer par le nettoyage. Il faut toujours laisser les lieux en état après soi. J'aimerais terminer par le nettoyage. Parce qu'une plante, alors là, dans le genre qui fait des ordures, ça en fait des plantes, des ordures. Regardez-moi ça, il y a des branches ici et là, il y a des feuilles, tous les ans la plante jette des feuilles. Que deviennent les déchets de plantes? C'est une question importante en forêt. Il faut que ce soit recyclé. Et même s'il est vrai, on le voit très bien ici, que le recyclage est sans doute lent, puisqu'il y a beaucoup de feuilles accumulées, ça finit recyclé tout ça, ça finit dégradé. Par qui? Par quoi? Alors on va commencer par le bois. Le bois, il y a un problème dans le bois, c'est qu'il y a deux choses. La cellulose qui est molle, c'est surtout ça, du bois c'est de la cellulose. D'ailleurs, en triturant le bois, on fait de la pâte à papier. Et il y a un rigidifiant, parce que la cellulose c'est mou, la lignine. Et la lignine, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à décomposer. Les seuls capables de décomposer la lignine, ce sont des champignons, comme ce champignon-là, l'Ipholomantouf, qui sont capables de transformer le bois en une espèce de reste de bois un peu léger et surtout tout blanc et mou. Il ne reste plus, quand la pourriture est blanche comme ça, que de la cellulose. Et en fait, l'idée, c'est que dans le bois, il y a de la cellulose que plein d'organismes peuvent digérer. Bon, pas nous, mais plein d'organismes. Et elle est emballée dans de la lignine qui la rigidifie. Ce qui fait que si les champignons n'attaquent pas le bois, il y a beau avoir un truc mangeable dedans, c'est comme une papillote révillon ou un bonbon sucré. Si vous ne pouvez pas retirer l'emballage, ça ne se mange pas. Donc les champignons, et vous voyez très bien, là, ces champignons, ils n'ont laissé que la cellulose, qui est blanche et molle. Ils sont les seuls organismes capables de décomposer la lignine, et donc il faut qu'ils passent par là avant que le tronc commence à être décomposé. Alors, vous avez peut-être déjà vu du bois bleu en forêt. Ouais, c'est un champignon qui produit une espèce d'antibiotique pour bien faire place nette et être le seul à coloniser le bois, dont le nom est là. Alors là, il est en train de faire ses spores. Là. C'est une petite pésise bleutée qui colore le bois en bleu. Ça montre sa présence. Mais en fait, ce bois, il est devenu mou. C'est encore un champignon qui mange la lignine et qui laisse la cellulose. Je passe là-dessus. Je voudrais juste vous montrer que les insectes, on parle souvent des insectes xylophages. Ça, c'est un abus de langage. Bien sûr, ils avalent du bois. Mais regardez le travail. Dans leur galerie, ils rejettent du bois broyé. Et ça fait le même volume que ce qu'ils ont mangé. Ça rebouche la galerie. Qu'est-ce qu'ils mangent? Ces insectes, alors vous voyez, là, c'est les larves qui font ça, pas les adultes. Les adultes, ils se baladent et ils vont pondre ailleurs. Les larves, c'est marrant parce qu'elles ont la bouche dans l'axe du corps. D'habitude, la bouche, elle est légèrement sur le côté. La bouche, elle n'est pas là. Elle est sur le côté. Chez la plupart des animaux, elle n'est pas dans l'axe du corps. Mais là, c'est vraiment des tunneliers. C'est des machins. Ils avancent, donc la bouche est au sommet. Le bois rentre, il est broyé, il est chié. Il y a même des espèces, elles mâchouillent le bois, elles le recrachent, elles font des petites contractions comme ça, et la petite boulette de crachat remonte et va reboucher le trou par l'arrière. Qu'est-ce qu'ils digèrent, ces insectes? De quoi ils vont vraiment se nourrir? Pas tellement du bois, parce que même si c'est de la cellulose, souvent ils n'ont pas les enzymes pour ça. Et puis alors, s'il y a encore de la lignine, non, ils mangent le champignon. C'est à ce point que parfois, les femelles, au moment où ces larves deviennent adultes et les femelles sortent, elles prennent un peu de filament de champignon dans les poches spéciales qu'elles vont déposer au lieu de ponte de leurs œufs pour que pendant que les œufs subissent leur développement et avant qu'ils n'éclosent, le champignon ait commencé à pousser dans le bois et assure la nutrition des petits. Les insectes xylophages, bien sûr, ils mangent du bois, mais en fait, ils digèrent du champignon. Le bois, ils ne savent pas faire en général. Et voilà, l'adulte, Morimus asper, ici, c'est un petit coléoptère dont la larve est là et l'adulte est ici. Et oui. Voilà comment les insectes mangent du champignon. Et là, d'ailleurs, vous aviez sur cette image une galerie remplie de caca d'insectes qui est toujours fait de bois et où le composé bleu n'a pas été mangé. Par contre, le champignon, lui, a été mangé. Mais là, vous voyez, la galerie, c'est de la poudre bleue. Le caca d'insectes est bleu, là. Alors, les petits pics qui viennent manger
Les insectes, ils mangent des insectes qui mangent du champignon, qui mangent du bois. La prochaine fois que vous entendrez le pivert, rappelez-vous que sur le chemin qui mène de l'arbre mort au pivert, il y a un champignon. Le bruit du pivert, c'est un bruit de champignon, d'une certaine façon. Bon, alors, j'ai décomposé le bois mort en vous disant que les champignons avaient au moins, sur la première étape, pour bouffer la lignine, un rôle majeur. Maintenant, dernière chose, les feuilles mortes. Alors, elles sont plus intéressantes parce que dans la lignine et la cellulose, il y a surtout du carbone. Pas très nourrissant, ça. Ça ne suffit pas. En revanche, dans les restes de feuilles, non seulement il y a du carbone, mais il y a aussi les restes des cellules des feuilles qui contiennent de l'azote et du phosphore. Alors ça, c'est assez génial parce que, pour le coup, c'est très prometteur pour la richesse du sol. Qu'est-ce qui est brun dans les feuilles ? C'est un reste, un caramel qui est fait d'un reste des contenus de la cellule. Toutes les molécules qui n'ont pas pu être récupérées par la plante avant que la feuille tombe réagissent entre elles au soleil et réagissent notamment avec des tanins. Et d'ailleurs, beaucoup d'arbres changent de couleur en automne parce qu'ils accumulent des tanins, jaunes ou rouges, de façon à ce que ce caramel se fasse encore mieux. Alors, vous allez me dire, c'est quoi cette histoire ? Parce qu'après, le caramel, il se fait dans des feuilles mortes, ça n'a rien à voir avec les arbres. Alors, attendez, ça va venir. Mais vous trouverez dehors un livre sur les tanins qui raconte la vie de la plante sous un autre angle chimique, avec une famille extrêmement importante de molécules, à laquelle appartient la lignine d'ailleurs, les tanins. L'idée, c'est que si les feuilles brunissent, c'est que le reste de la cellule devient une espèce de caramel avec des réactions chimiques dans tous les sens, et que ça, c'est particulièrement favorisé par les tanins. Il y a toujours un peu de tanins dans les plantes, mais alors les plantes, les arbres, ils en mettent encore plus dans leurs feuilles avant qu'elles tombent. Ça explique le jaunissement prononcé ou le rougissement prononcé des feuilles de nos arbres en automne. Bref, voilà l'emballage fait de cellulose d'une cellule de feuille, et ces petites boulettes-là, qui sont en fait faites d'une molécule complexe, faite de réactions chimiques entre tous les composants de la cellule. Inutile de vous dire que cette molécule complexe, elle n'est pas soluble, et ça c'est trop génial, parce qu'arrive l'hiver, et si ces molécules étaient solubles, tout l'azote et le phosphate partiraient avec la pluie vers les nappes phréatiques. Là, c'est complètement insoluble, il peut pleuvoir ce qu'il veut là-dessus, ça reste brun, les composés bruns en question restent là. Puis, au printemps, c'est attaqué par des champignons, et il n'y a que les champignons qui savent attaquer les pigments bruns, pour la même raison que la lignine, c'est que c'est des molécules tellement compliquées qu'il faut un arsenal très particulier qui n'a émergé que chez les champignons. Et vous voyez donc des champignons, vous voyez les filaments blancs qui se développent sur des feuilles en train de blanchir, et qui deviennent très molles. Ces champignons mangent la lignine et les pigments bruns, et ils laissent des feuilles réduites à de la cellulose, molle et blanche. Et donc au printemps, les champignons relarguent l'azote et le phosphate à un moment où les racines et les champignons mycorhiziens sont de nouveau actifs. Donc ces pigments bruns, c'est de l'engrais retard. Et vous comprenez pourquoi, quand on est une plante qui vit plusieurs années, on a intérêt à mettre plus de tanins dans les feuilles, c'est pour faire de l'engrais retard. Si vous vivez 2-3 ans au même endroit, ce n'est pas la peine d'entretenir le sol. Mais pour une plante pérenne, qui vit plusieurs années, comme nos arbres, comme les feuilles vont tomber sur leurs racines, mais ils ont intérêt à ce que l'azote et le phosphate qu'ils n'ont pas pu récupérer restent dans ces pigments bruns, parce que finalement, quand ce sera libéré, ils pourront l'exploiter. C'est pas beau, ça ? Ouais. Vous avez ici un pigment brun, un de ces molécules-là, qui est un reste de cellules immangeables, et un filament de champignon qui est en train de le bouffer. Alors, on dit souvent qu'il y a des vers de terre, il y en a même en forêt, ils sont tout petits, les vers de terre en forêt, c'est les enquitrés, ils sont tout petits. En disant qu'il y a des vers qui mangent la matière morte dans le sol. Ah oui ? Parce que les pigments bruns, l'azote et le phosphate, ils ne savent pas dégrader. La lignine, ils ne savent pas dégrader. La cellulose, ils pourraient, mais en général, elle est emballée dans la lignine. Alors, en fait, ce qu'ils mangent, regardez, c'est leur crotte, là. Il y a encore des pigments bruns dans les crottes des enchitréides. C'est les petits vers forestiers. Ils sont beaucoup plus petits que les vers de prairie. Et voilà leur crotte. C'est de la feuille broyée. Qu'est-ce qu'ils ont mangé quand ils mangent des feuilles mortes ? Le champignon. Regardez ce tableau. Il est absolument crevant. Là, vous avez différentes feuilles mortes
de différentes espèces de plantes, et ces différentes feuilles mortes, on les a données à différents animaux du sol, pas que des vers de terre, des escargots, des petits cloportes ou des mille-pattes. Et là, on a la crotte. Vous voyez que la crotte, elle a une forme différente selon l'animal, mais ça ressemble à de la feuille broyée. C'est bizarre ça de manger de la feuille et de chier de la feuille broyée. Eh oui, mais entre-temps, qu'est-ce qu'il digère? Il digère les microbes et surtout les champignons qu'il y a dans ces feuilles. Rebelote. Alors, cette décomposition, d'ailleurs, une petite remarque, selon le nombre d'espèces qui forment la litière, c'est-à-dire qui forment les feuilles mortes, la décomposition d'une feuille de référence, par exemple d'une feuille de chêne qui va se trouver en mélange, ou d'une feuille de cerisier qui va se trouver seule ou en mélange, vous voyez que la décomposition, ça c'est le taux, excusez-moi, c'est un peu mal écrit, là c'est la quantité qui reste non décomposée. Vous voyez que plus il y a d'espèces, plus ça se décompose vite, plus à 30 jours, ça a été décomposé. L'idée là, c'est qu'est-ce qui reste? C'est le résidu à 30 jours. Ce résidu, il est d'autant moins fort que les feuilles sont en mélange. Et là, vous touchez du doigt un truc. C'est que c'est un des moments où la forêt fonctionne mieux, parce que vous libérez l'azote et le phosphate, vous libérez tous les éléments nutritifs. La forêt fonctionne mieux si elle est mélangée. Et ça, c'est une leçon importante, parce qu'on a une foresterie qui a souvent favorisé une essence par parcelle. Oui, mais pour la libération de ce qu'il y a dans les feuilles mortes, ça marche mieux si on a plusieurs espèces dans la litière, plusieurs espèces qui donnent des feuilles mortes. Ça se décompose plus vite. Et là, on a envie que nos forêts soient mélangées parce que ça augmentera leur fertilité, puisque ça relarguera plus vite les composés qui sont dans les feuilles. Alors, un exemple dramatique, c'est ce qui se passe dans des forêts d'eucalyptus. Vous avez des feuilles qui s'accumulent et des écorces qui s'accumulent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui est adapté à les manger. Et parce qu'en plus, souvent, il n'y a qu'une espèce. Donc, entre le fait qu'il n'y a qu'une espèce et puis que c'est une espèce introduite, donc ce qui peut bien manger les feuilles n'est pas là, vous avez un blocage de l'azote et du phosphate qui fait que les sols s'appauvrissent, même pour l'espèce que vous avez introduite. Donc on veut un mélange d'espèces et plutôt des espèces indigènes que des espèces venues d'ailleurs, qui n'ont pas forcément de décomposeurs et qui en plus vont être plantées en peuplement spécifique, ça ne va pas marcher. Alors maintenant je vous emmène en Amérique du Sud, dans le désastre écologique du Cerrado. C'est un endroit, le Cerrado, où normalement par mètre carré vous avez une trentaine d'espèces végétales différentes. Bon, là, on est dans une espèce de forêt spontanée de pins. On a fait des allées d'éclaircissement. Vous voyez que les pins poussent très mal, d'ailleurs. On est dans une forêt de pins introduite qui prolifère toute seule. Il y a donc ces allées d'éclaircissement. Et là, on voit toutes ces aiguilles qui s'entassent. Par malheur, la photo que j'ai faite est floue. Je suis vraiment mauvais en photo et en film, mais bon. Sur 30-50 cm. Ça ne se décompose pas là-bas, les aiguilles de pin. Déjà, chez nous, c'est lent. Alors là-bas, entre le fait que c'est monospécifique et que c'est introduit, donc il n'y a pas les microbes qui arrivent bien à manger ça, c'est complètement pas fertile et les pinèdes sont vraiment pas belles, quoi. Encore une petite remarque sur le fait qu'introduire des espèces, c'est pas forcément une bonne idée. Bon, en tout cas, j'espère que maintenant, arrivé à ce point-là, vous sentez que dans ma forêt, et même dans les parties mortes de la forêt, il y a plein de vie, et que cette vie contribue au fonctionnement de la forêt, ne fût-ce que du point de vue de l'arbre, mais plus généralement à l'ensemble du fonctionnement de la forêt. Et que vous aurez compris que, quand même, les grandes idées qu'on peut retirer de tout ça, pour que justement ces auxiliaires survivent bien et que ça se passe bien, c'est 1. Mélanger les âges, 2. Mélanger les espèces, 3. Éviter des introductions venues de trop loin, qui peuvent à court terme être un succès, mais qui ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Voilà ce que je voulais vous dire sur la forêt. Alors, vous retrouverez des choses dans des livres que j'ai écrits, mais indépendamment de ça, je pense que ce qui est important à retenir, c'est que derrière les arbres de la forêt se cachent plein d'interactions et plein d'autres organismes. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles la forêt porte de la biodiversité. Et il ne faut surtout pas que l'arbre cache la forêt. Un grand merci. J'espère que ça marche, oui. Et on ouvre la boîte à questions.
Je veux voir des mains se lever, s'il vous plaît. Oui. Passer là-bas. Je le fais. Moi, je fais le champignon. Merci beaucoup. Avant toute chose, mille merci pour cette démonstration pédagogique. Je sais que vous connaissez bien et que vous avez été proche de Francis Allais. Francis Allais nous a quittés à la fin de l'année dernière. Et j'aimerais que vous nous parliez, si vous le voulez bien, un peu de son projet de forêt primaire. Pourquoi vous y êtes sensible et pourquoi, justement, il n'y a pas que des arbres dans ce que voulait Francis Allais. Il y a aussi beaucoup d'autres choses. Donc, merci d'avance. En fait, c'est doublement émouvant de vous répondre d'abord, parce qu'effectivement, Francis était plus qu'un botaniste. Pour moi, c'était un ami. Et je pense qu'il nous manque aussi par sa capacité pédagogique. Effectivement, la deuxième chose, c'est la forêt primaire, qui est aussi quelque chose d'extrêmement émouvant. Et il avait un projet, l'idée c'est de faire une forêt de 70 000 hectares, plutôt transfrontalière, qu'on laisse, on a de la maîtrise du foncier, on la laisse en libre évolution, en ouvrant les parties périphériques éventuellement à une visite et à des démarches pédagogiques et touristiques. Ce qui en fait d'ailleurs, au passage, un joyau pour des régions où en général, s'il y a de la forêt, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose. Parce que quand même, plus la région est forestière, en général, moins il y a d'autres activités économiques. Donc quelque part, cette promesse de forêt primaire, ça peut être pour les endroits qui l'accueilleraient, une promesse d'une activité. Et puis alors, bon, un tourisme de gens qui viennent visiter des forêts primaires, on voit très bien ça autour de la réserve de Białowieża, en Pologne, qui est surtout en Biélorussie, mais le tourisme est surtout en Pologne, pour diverses raisons. Ça crée une industrie locale, mais avec un tourisme qui est un tourisme à la fois mesuré en quantité et mesuré en impact. C'est vraiment le tourisme dont on rêve, c'est pas la Costa Brava. Alors, ce projet de forêt primaire, souvent les gens disent « Oh non, mais c'est quoi ces histoires de réserve? Il faut que la forêt produise du bois. » Oui, bien sûr qu'il faut que la forêt produise du bois. J'ai les pieds dessus. Donc oui. Mais l'idée, c'est qu'avoir quelques réserves, c'est se permettre plusieurs choses. Un, d'abriter toutes les espèces qu'on a quand on n'intervient pas sur la forêt. Pourquoi? Tout à l'heure, je n'ai pas trop insisté, mais les arbres, plus on attend, plus ils ont de chances de devenir creux. Donc le forestier, qu'est-ce qu'il fait? Il récolte les arbres, les troncs, à un moment où ils ont grandi au maximum, mais où la probabilité qu'ils soient creux n'est pas encore trop élevée. Donc on récolte des chênes à 300 ans. Un chêne peut vivre 1500 à 2000 ans. Bon, si vous attendez ce temps-là, la plupart, ils vont devenir creux, ils vont crever. Mais il continue à grandir, et il va être beaucoup plus gros. Bon, c'est pas intéressant parce que le nombre de survivants ne va pas compenser, même en grandissant, ils ne vont pas compenser les disparus. Il faut que vous compreniez que les forêts, nous, on les récolte, les arbres, à l'âge de, pour l'homme, 35-40 ans. Parce que sinon, il y a trop de morts, quoi. On ne s'y retrouvera pas en quantité de bois. Donc nous, on ne voit pas ces vieilles forêts. Alors, j'anticipe tout de suite, il y a un patrimoine paysager énorme. Parce que ça ne va pas du tout se passer pareil. L'école forestière de Nancy avait laissé un certain nombre de chênes dits de la forêt ici, ou de chênes de l'école. Donc c'était des chênes qui avaient déjà dans les 300 ans, quand au 19e siècle on s'est dit on va les garder pour exemple, beaucoup sont morts, mais ceux qui ont survécu, alors là c'est incroyable, hein, ils sont bien au-dessus de la canopée. De très loin, vous les voyez qui dépassent, ils ont continué à grandir. Il y en a beaucoup qui sont morts par contre. Donc en termes de bois, c'est pas rentable cette histoire. Et ces arbres, quand ils s'écroulent, c'est un désastre. C'est un désastre parce que ça écrabouille tout autour, les grands géants qui survivent. Et après, leur tronc qui est énorme. Quand vous baladez dans la forêt de Białowieża, à un moment, paf, vous avez un mur devant vous. Ah ben non, c'est un tilleul. Mais qui s'est abattu. Donc il faut contourner. Et là, paf, vous tombez sur un pin qui s'est écroulé. Bon, il n'est pas trop grand, celui-là, on peut l'enjamber là. Et à la fin, vous ne savez plus où vous êtes. Alors là, franchement, ces forêts-là, on s'y perd, mais alors plus qu'en forêt habituellement. Et surtout, il y a dans ces bois énormes des formes d'insectes xylophages ou des champignons qu'il n'y a pas ailleurs, parce qu'ils sont spécialisés sur les gros morceaux de bois. Et des gros morceaux de bois, il n'y en a plus. Même comme aujourd'hui, quand l'ONF garde des troncs à l'âge de récolte, des troncs morts, c'est des troncs qui sont gros comme ça ou comme ça, mais pas comme ça. Et donc, ce n'est pas les mêmes champignons et pas les mêmes insectes. Moi, j'ai vu là-bas des Apaliopilus rutilans en forêt de Białowieża, et en veux-tu, en voilà, il y en avait partout. Ces machins-là, moi, à 15 ans, jeune mycologue,
J'avais supplié un collègue qui en avait trouvé un au fin fond des Alpes de demander un tout petit morceau pour que je puisse regarder la microscopie de ce champignon-là. Bon, je suis mycologue depuis le jeune âge. Et quand il m'avait donné ça, mais Monsieur Divet, c'est pour moi, Monsieur Divet, il m'a fait un des plus beaux cadeaux de ma vie avec ce truc qui était une rareté. Là-bas, il y en a à tondre parce que ça pousse sur les gros morceaux de bois. Donc, c'est un réservoir énorme de biodiversité. C'est un réservoir de patrimoine paysager. Et d'ailleurs, la réserve de Fontainebleau, vous le savez, elle a été initiée par les peintres de l'école de Barbizon qui voulaient des paysages forestiers préservés. C'est des patrimoines pédagogiques, c'est des stocks de carbone, alors là, bien supérieurs aux stocks de carbone que représente une forêt gérée. Après, c'est un peu la cata parce que ça brûle bien. Là, il y a des bois partout, hein, puis c'est pas nettoyé. Et les forestiers ont ce rôle important de diminuer la fréquence des incendies. Donc il y a ce petit problème, quand même, c'est que ça brûle bien. Et donc, ce projet de forêt primaire, non seulement je pense que ça peut être une manne locale, mais douce, mais en plus, c'est un projet dont on a besoin, et à mon avis, on n'a pas besoin que d'une forêt primaire. Maintenant, ça ne résout pas du tout le problème général, qui va être que la plupart des forêts doivent être gérées, ne serait-ce que pour qu'elles ne risquent pas de brûler, et ne fût-ce que pour produire du bois, et notamment, il va falloir ramener des essences venues du sud ou de l'est pour les adapter au changement climatique. Pas d'Amérique, pas d'Asie, par pitié, mais d'Espagne ou du domaine pannonéen. Vous savez, tout l'est de l'Europe subit des climats beaucoup plus chauds et secs en été et garnis d'espèces qui... Elles n'amèneront pas des maladies qui ne sont pas déjà là. OK. Et quand elles viendront avec leurs partenaires, parce qu'elles sont tout près. Il y a des tas d'espèces qui traînent dans l'est de l'Europe, qui pourraient, dans les Balkans, pour parler géographie, qui pourraient venir peupler nos forêts. Donc voilà. Moi, je ne suis pas contre les forêts gérées. La question, c'est comment. Par contre, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir un peu plus de réserve. Surtout qu'en plus, il faut s'y mettre maintenant. Parce que si on commence maintenant, ce sera des réserves pour dans 150 à 750 ans. On ne vous entend pas. Oui. Il faut bien mettre le micro sur le menton. Oui. De toute façon, attraper les mycoses du précédent. Et lécher. Je vais quand même. C'est pas un coup de myco. Hein. Bon. Donc, oui, il y a quelques années, on parlait beaucoup de la communication entre les arbres, de toutes ces racines qui sont dans le sol, évidemment, qui s'entremêlent, qui avertissent les voisins. En ce moment, il semble que, je ne parle pas de mode, mais qu'on en parle moins. Alors, en communication scientifique, en vulgarisation scientifique, il y a des modes aussi. Et puis, il y a des erreurs. Il y a des coups d'épée dans l'eau. Et cette histoire-là, on a fait beaucoup plus de bruit qu'il y avait à en faire. Et je ne suis pas loin d'en vouloir à certains collègues de s'être fait mousser en racontant des... Oui, parce qu'on peut raconter des histoires beaucoup plus excitantes que celles que je vous ai racontées. Moi, j'ai essayé de vous raconter comment ça marche. C'est vrai que des fois, quand j'étais obligé de vous raconter que la lignine, c'est un peu autour de la cellulose, comme le papier autour d'une papillote, bon, c'est drôle, mais enfin, c'est pas... Voilà. Donc, il y a des gens qui font des trucs, mais c'est fait justement, parce que l'idée, c'est que cette histoire de communication entre les plantes, alors, bon, on va parler de la communication par les champignons, parce que c'est surtout de celle-là dont on a parlé. On a même dit que les champignons étaient l'Internet de la forêt. Alors, il y a des choses qui se passent. Petit 1, vous avez vu l'effet pouponnière. Alors, ça ne se marche pas tout le temps. Ça marche bien dans les forêts de chez nous, mais dans les forêts tropicales, en fait, quand vous êtes à côté des adultes, vous avez plus de problèmes avec les maladies des adultes qu'avec les gentils champignons qui vous refilent. Du coup, en forêt tropicale, ça ne marche pas. Mais chez nous, ça marche bien. L'idée, c'est qu'en fait, le premier effet qu'il y a, c'est quand un champignon, en grandissant, colonise deux plantes de la même espèce ou d'espèces différentes, les deux plantes ne vont pas forcément le nourrir autant et reprendre autant. Donc des fois, il y a une plante qui nourrit le champignon et ça profite à l'autre qui la nourrit moins ou qui récupère, ou qui la nourrit autant mais qui récupère plus de phosphore ou plus d'azote. Ça, c'est des entraides indirectes. Enfin, entraide. Il y en a un qui paye plus que l'autre, vous pouvez appeler ça de l'entraide, mais bon, il y en a un qui se fait avoir quand même. Bon. Deuxièmement, il y a des cas où il y a un transfert de carbone qui se fait d'une plante à l'autre. Alors, ça n'a pas l'air de marcher beaucoup, ou d'être marginal chez les arbres, mais en sous-bois, en forêt, vous avez des plantes qui ont trouvé un moyen de s'adapter à un endroit où il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est qu'elles se branchent
sur des champignons qui sont branchés sur les arbres et elles récupèrent le carbone des arbres par le biais du champignon. Alors on ne sait pas très bien si elles donnent un truc en échange aux champignons ou si c'est juste des maladies de champignons. Bon. Ces plantes sont soit non chlorophylliennes, c'est la néocynie d'oiseau, ou le monotrope suspin. C'est des plantes qui ne sont pas chlorophylliennes, mais qui ne sont pas fixées sur les racines d'autres plantes. Elles abritent des champignons dans leurs racines. Ces champignons colonisent les arbres autour, prennent du carbone et ils se font piquer une partie de leur carbone par la plante. Est-ce qu'ils gagnent quelque chose ou pas? On ne sait pas. Mais surtout, et c'est une chose qu'a découvert mon équipe, pour une fois, ça c'est moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'un certain nombre de plantes forestières vertes, d'ailleurs souvent proches évolutivement de celles dont je vous parlais, elles sont vertes, mais bon, elles ne font pas beaucoup de photosynthèse parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, et elles sont aussi branchées sur les champignons, qui sont branchés sur les arbres autour, et elles récupèrent une partie du carbone qui complète leur photosynthèse par le biais de ce réseau. Mais c'est plutôt des voleurs dans ce cas-là. Or, souvent, on nous a parlé d'une grande entraide. Là, ce que je vous raconte, ce n'est pas forcément de l'entraide. C'est plutôt du pillage organisé. Mais ça existe. Et d'ailleurs, ça existe donc dans la famille des orchidées, ça existe dans la famille des bruyères, et puis en zone tropicale, on a des plantes de la famille des polygales et des gentianes qui font ça aussi. Donc c'est assez commun, c'est plus commun dans les forêts tropicales que dans les forêts tempérées, mais dans les forêts tempérées, ça arrive. Si vous connaissez les pyrroles, si vous connaissez les céphalanthères, les épipactis, c'est des plantes, leur photosynthèse ne pourvoit pas à tous leurs besoins. Et d'ailleurs, chez ces plantes, des fois, il survit un individu tout blanc, dépourvu de chlorophylle. Et il survit plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'en fait, la photosynthèse, ce n'est pas toute sa vie. C'est une partie de son alimentation seulement. Donc, il y a de l'entraide indirecte quand on voit qui nourrit le champignon partagé. Il y a de l'entraide, du pillage un peu plus direct par ces échanges. Et puis, il y a un truc qu'on a beaucoup raconté, mais quand on observe bien la littérature, ça a été montré en pot sur des plantes herbacées, ça n'a pas été montré dans la nature et ça n'a pas été montré en forêt. C'est que des fois, en pot, on observe que quand des plantes sont reliées par un champignon commun, c'est-à-dire dont les filaments colonisent les deux systèmes racinaires, quand une plante est attaquée, il y a un signal qui passe, on ne sait pas lequel, vraiment pas, et ça arrive à l'autre plante qui se met à mettre en place des défenses qui vont en quelque sorte la prémunir contre l'arrivée de cette maladie, qui peut être un insecte, un champignon ou un virus. Mais ça n'a jamais été montré dans la nature, ça a été extrapolé dans la nature, même le seul papier de Suzanne Simard qui étudie ça dans la nature montre que en fait ça marche pas. Voilà. Bon, enfin ça marche que si on empêche les racines d'être en contact. Mais ça dans la nature ça marche pas. Ça va comme ça. Et ça a été beaucoup vulgarisé. Mais c'est surtout que dans cette histoire-là, les champignons sont des tuyaux. On dit l'Internet. Internet c'est des fibres optiques, des fils de cuivre, plus trop. Mais le champignon il a sa logique. Et je vais vous dire. Cette histoire d'aider des petits à se développer, c'est intéressant pour le champignon parce que quand le vieil arbre va mourir, il aura d'autres partenaires. Donc quand vous avez un champignon qui, d'une façon ou d'une autre, contribue au fait que les plus grands ne gagnent pas en écrabouillant les plus petits, en fait, c'est une stratégie qui fait que ce champignon-là a plus de chances de survivre à long terme. Parce que si le grand ou les quelques-uns qui ont gagné la compétition pour la lumière meurent, il aura des ressources alternatives, vous y êtes. Et donc il est bien possible que le champignon ne soit pas du tout un partenaire passif de cette histoire-là, mais au contraire ait un intérêt évolutif dans sa physiologie à organiser une régulation de la compétition de sorte à ne pas être dépendant d'un seul, mais en quelque sorte de sorte à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et donc, dans cette grande histoire d'Internet, d'abord, on n'est pas sûr qu'il y ait des échanges de signaux. Bon alors, honnêtement, moi je pense qu'il y en a. Mais on a demandé 4 fois de l'argent à l'Agence nationale de la recherche avec des collègues pour le démontrer. 4 fois, on nous a expliqué que ce qu'on faisait était trop compliqué, donc ça va là maintenant. Pas... ça, d'autant plus qu'entre-temps, il y a des Allemands et des Chinois qui ont eu l'argent pour le faire, donc ce sera fait ailleurs. Je le dis avec une forme d'amertume, parce que moi je m'en fous, maintenant je suis en fin de carrière, mais je vois les jeunes qui en France carburent avec des idées d'excellence, ils mettent 3 ans à trouver l'argent, pendant ce temps-là, il y a d'autres pays comme la Chine où c'est fait, c'est publié. Donc au moment où ils reçoivent l'argent, ils lisent dans les revues les résultats de ce qu'ils veulent faire. Donc je pense que ça marche, mais je pense que c'est surfait, qu'il ne faut surtout pas voir le champignon comme un partenaire passif de cette histoire-là. Il a son intérêt qui peut ne pas être l'intérêt d'une plante donnée.
Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'interaction entre les plantes dépend vachement des champignons qu'il y a sous le sol. Alors ça, Internet, signal ou pas, c'est vrai. Qu'est-ce que vous pensez de l'agroforesterie? Ben, c'est bien. Alors, c'est pas une forêt, mais c'est bien en tout point. D'ailleurs, ça commence avec des haies. Alors, l'agroforesterie avec des arbres dans les champs, c'est éviter des dessèchements excessifs. Il y a une compétition pour l'eau, mais il y aura moins de vent qui circulera. Ça évite des dessèchements excessifs en été. Et puis surtout, c'est plus rentable. Et c'est un des moments où les agricultures alternatives sont plus rentables que les agricultures conventionnelles. Bon, ça a été étudié sur 14 ans à la réserve de la Restinquilière à Montpellier. Vous avez des peupliers et de la céréaliculture en dessous. Et vous regardez ce que ça rend chaque année et ce que ça rend de bois au bout de 14 ans. Vous vous rendrez compte qu'un hectare d'agroforesterie, ça produit autant de céréales que 0,8 hectares de pure céréales et que 0,6 hectares de pure forêt. Donc ça produit autant que 1,4 hectare quand on se sépare. Pourquoi ? Parce que si vous regardez dans l'année, les céréales, elles ont leurs feuilles avant les arbres. Et les arbres, bien après la récolte des céréales. Donc en fait, il n'y a que 2 mois de compétition pour la lumière. Le reste du temps, il y a une meilleure utilisation de la lumière sur l'année. Deuxièmement, les racines des arbres deviennent plus profondes que s'ils sont en forêt. Pourquoi ? Parce qu'ils ont les racines des plantes annuelles qui les font chier en surface tout le temps. Donc en fait, les racines de surface ne se développent pas bien et l'arbre va chercher plus profondément. Vous explorez mieux le sol que si vous avez que de la forêt ou que des céréales. Donc comme vous exploitez mieux les ressources, vous produisez plus, même si vous produisez moins de chaque que s'il y avait que des céréales ou que de la forêt. Et moi, j'en pense que du bien. Je veux dire, même, je suis content avec l'agrophotovoltaïsme, où on met des panneaux solaires à petite densité. Petite densité. Ça permet de recueillir la lumière sans empêcher d'avoir des cultures en dessous et même de protéger les cultures en dessous quand il fait très chaud et très soleil en été. Bon. Alors ça, on peut en discuter, mais il y a aussi les haies. Alors les haies, ça a plein d'effets. Ça empêche la propagation des maladies d'un champ sur l'autre, moins 80% de transmission de maladies, parce que c'est un obstacle et que ça abrite des chauves-souris et des oiseaux qui mangent des insectes. Si c'est une haie fleurie, ça entretient les pollinisateurs, dont une partie de l'agriculture a besoin, et dont elle commence à manquer à cause de l'utilisation excessive d'insecticides. Ça stocke 100 tonnes de carbone par kilomètre, c'est donc très bon pour le climat. Et puis, comme il faut les couper, ça donne du petit bois qui peut faire soit de l'énergie, soit des paillages, et donc remplacer, sur des petites surfaces, certes, mais peut remplacer les herbicides pour gérer l'enherbement. Il y a plein d'autres fonctions des haies, notamment par rapport à l'érosion, par rapport au vent desséchant en été. Et puis une dernière fonction, pour terminer, pour vous dire à quel point je pense que l'arbre a sa place dans les systèmes agricoles, même s'il y a un coût pour ça, parce que c'est autant de surface qu'on n'a pas pour la culture. Bon. La dernière fonction à laquelle je pense, c'est le fait que les racines, en allant en profondeur, fracturent le sol profond et permettent à l'eau de rentrer mieux par les zones de haies et de faire de plus grandes réserves pour l'été. Alors évidemment, ça fait moins de céréales, et si vous êtes payé que pour faire de la céréale, vous faites sauter votre haie et vous mettez des céréales, d'autant plus que, comme on a oublié le rôle insecticide, pesticide des haies, puisqu'on a des pesticides chimiques, on se débrouille sans. Bon, c'est juste un peu plus cher. Aujourd'hui, on préfère payer des insecticides, vous voyez, que de perdre la rente qu'on a dans la surface de haies. Donc, on met des céréales à la place, mais on achète des pesticides. Bon. Mais ce qui se cache aussi derrière, c'est que ce que je vous ai dit, c'est que toutes ces histoires-là, ça a des rôles contre l'érosion, de stockage de carbone. Bon, il faudrait que l'agriculture soit payée pour ça aussi. D'accord ? Ça ne marchera que si on dit, voilà, ça c'est multifonctionnel, introduire des arbres en agriculture, ça permet de remplir d'autres fonctions, par rapport à l'érosion, par rapport au climat, par rapport à la pollinisation, etc. Et ça ne marchera que si on paye aussi ça. Donc, c'est aussi une question citoyenne derrière, c'est pas qu'une question technique. Il y a une bascule à faire et peut-être une façon d'arrondir le salaire agricole. Parce qu'on commence à savoir que le salaire agricole, il ne marche pas quand on paye que la nourriture. Si on paye autre chose, par contre, peut-être qu'on sauvera les agriculteurs de la mer de Noire où ils sont financièrement. Moi, j'avais une question par rapport au noyer. On entend toujours que ramasser les feuilles de noyer avec faire du compost, c'est très mauvais à cause du tanin. Donc, je voulais savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Alors, le noyer, il a dans ses feuilles de la juglone, qui est encore un tanin,
qui d'ailleurs donne la bonne odeur des feuilles quand on les froisse. Bon, c'est plein de tanins, hein, les noix aussi, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il faut manger des noix, parce que ces tanins sont antioxydants. Alors ça, c'est un truc que les gens ne savent jamais. 15 à 30 grammes de fruits secs par jour, de fruits secs à coque par jour. C'est ça la ration recommandée. Sauf que comme il n'y a pas d'industrie des fruits à coque, on ne vous le dit pas. Par contre, on vous file du lait en disant que les laitages c'est bon, à un point que vous en mangez à un point que c'est pas bon. On vous dit que les céréales c'est bon, donc vous en mangez à un point que c'est pas bon. Bon, désolé, hein, votre conception de la diététique repose sur la pub. Elle ne repose pas sur les faits établis. Bref, une des raisons pour lesquelles les noix c'est bon, c'est que c'est plein de tanins antioxydants. Et il y a notamment ce tanin qu'il y a dans les feuilles, qui est sécrété par les racines, la juglone. Et cette juglone, en fait, c'est un désherbant. C'est un tanin qui est à la fois protecteur contre les microbes, mais aussi désherbant. Et ça explique que sous les noyers, alors attention, souvent les gens disent sous les noyers, rien ne pousse. Alors c'est pas vrai, mais si vous regardez ce qui pousse, vous verrez qu'il y a certaines espèces qui ne poussent jamais sous les noyers. Et ensuite, s'il ne pousse rien, c'est souvent une histoire d'ombre. Mais c'est pas vrai, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a des espèces qui ne supportent pas la juglone. Et donc c'est quand même un désherbant. Alors ce n'est pas un désherbant total, mais c'est un désherbant quand même. Et donc cette juglone, effectivement, elle peut empêcher le fonctionnement de votre composteur, elle peut empêcher le fonctionnement du sol d'ailleurs. Et l'idée, c'est que c'est un peu comme cette histoire qu'il ne faut pas mettre d'orange ou de citron dans le composteur, parce qu'il y a des terpènes qui ont aussi ces fonctions-là, antimicrobiens, et ça va bloquer les mécanismes microbiens du compostage. Alors en fait, tout dépend de la dose. En dilution correcte, ça va. Alors maintenant, si vous me demandez la dose, je ne sais pas, moi je ne suis pas un spécialiste du compostage, mais de temps à autre, d'avoir quelques oranges ou quelques feuilles de noisetier, de noyer, c'est pas grave. La question, c'est la dose. Et si c'est en mélange avec plein d'autres choses, allez-y. Vous savez, quand on sait bien composter, on peut faire des trucs incroyables. Alors après, il y a des maîtres composteurs pour ça. Il y a même des gens qui savent mettre des restes de viande ou de poisson dans les composteurs, sans que ça sente. Je l'ai vu. Simplement, il faut savoir faire. Il faut savoir les mélanges. Et voilà. Et ça, c'est l'avenir, hein, parce que là-dedans, il y a de l'azote et du phosphate à récupérer. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup pour toutes vos explications techniques. Je vous ai entendu quelquefois sur France Inter, dans La Terre au carré. Et je connais un Marc-André Solos aussi qui est assez révolté. Je voudrais qu'on parle justement des interactions avec l'espèce humaine. Souvent, on voit que les gens ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe ou s'en désintéressent complètement. Je vais prendre 2 exemples. Je voyais sur France 5 un reportage sur la forêt. On apprenait que Macron avait proposé de planter 1 milliard d'arbres. Vous avez des gens qui en profitent pour tout raser à blanc et se faire payer pour se faire replanter des arbres. Ouais, sachant qu'en plus, de toute façon, on n'a pas la calibration de pépinière pour 2 milliards d'arbres. Ça, voilà. Dans le temps qui est imposé, c'est même pas faisable. Donc je me demande comment on peut être optimiste. Et puis, plus localement, vous savez que nous sommes à la limite Meuse-Haute-Marne. Pas très loin d'ici, on va faire sauter à blanc quasiment 200 hectares de forêt pour implanter le projet CIGEO, que vous connaissez. C'est le futur, peut-être, centre d'enfouissement des déchets nucléaires, Oui. issu de... Je ne le connaissais pas par son prénom. Mais... Oui. Nous le connaissons bien ici en raison justement de certaines cupidités et d'insouciance de certains élus, malheureusement. Donc je voudrais savoir si on peut quand même rester optimiste par rapport à tout ça, parce que c'est vraiment... il y a une pression médiatique et politique qui est quand même insoutenable, quoi. Alors sur le déchet nucléaire, c'est toujours problématique cette histoire. Moi, j'ai très longtemps été anti-nucléaire, dans les années 80, 90. Et je me rends compte aujourd'hui que c'est peut-être le moins pire à court terme. Et à moyen terme. Sachant qu'à long terme, bon. Donc c'est très difficile. Et de toute façon, c'est encore plus difficile quand c'est chez vous, que c'est stocké. Pour moi, je vis à Paris, donc ça va. Le temps que ça arrive jusqu'à Paris, ça va prendre quelques dizaines de milliers d'années. C'est bon. Oui, mais quand même. 10 000 ans, ça va. Dans 10 000 ans, je pense que... Non, mais je bouffonne, mais ce que je veux dire, c'est compliqué, cette histoire d'énergie. C'est peut-être un des endroits où c'est le plus difficile de bien faire et où il faudrait vraiment s'emparer de l'idée de consommer moins. Donc, de ne pas prendre le train tous les jours pour aller donner des conférences à droite à gauche, par exemple.
Non, mais c'est compliqué cette histoire. Hein. On est dopé à l'énergie et ce que vous soulignez là, c'est un problème vraiment inextricable. Il y a peu d'énergie propre. Bon, maintenant revenons à est-ce qu'il faut être optimiste ou pas et moi je pense que, bon, on n'a jamais eu autant de problèmes avec l'environnement, effectivement, et les forêts vont très mal. Vous savez que la mortalité a augmenté de 80% en une dizaine d'années et que la fixation de carbone a été divisée pratiquement par 2 dans les forêts françaises. Elles ne vont pas bien. Bon. Mais dans le même temps, on a une boîte à outils énorme et nos connaissances en écologie et en physiologie des organismes elles n'ont jamais été bien sûr aussi grandes, elles sont énormes et elles permettent d'esquisser des solutions qui vont de l'agroforesterie à... Je lisais un truc incroyable, il faut quand même que je vous dise ça. D'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais c'est quand même la même chose. Je lisais là un article qui est paru dans alors une revue, c'est pas n'importe quoi, c'est Current Biology. Hein. Et donc, c'est un truc où on nous raconte comment, quand on met des poissons dans les rizières, ben, ça change complètement le profil des animaux qui sont là. Et puis quand ils font caca, les poissons, ben, c'est fertilisant. On produit 12% de plus de riz. On a 25% moins de maladies sur le riz. Donc on a 38% de moins de pertes par les maladies. Et on a 45% de mauvaises herbes en moins. Parce qu'ils ne mangent pas le riz, ces poissons-là, mais ils mangent le reste. Alors, ça se passe en Chine, où en fait, c'est des travaux sur des choses qui se font. Il y a des milliers d'hectares maintenant où il y a du poisson. Bon. Chez nous, on dit qu'il faut des arbres dans les parcelles parce que ça marche mieux. On attend les arbres. Il y a un petit programmouille dans le coin pour aider 3-4 trucs à se faire, et puis quelques associations qui se battent pour planter des arbres. Voilà. Donc nous, on a un vrai problème à s'emparer de ça, mais on n'a jamais eu autant de solutions. Jamais. On n'a jamais eu autant de façons d'évaluer l'impact de ce qu'on fait maintenant ou de ce qu'on fera demain, parce que nous n'en doutons pas. Les bonnes solutions de maintenant risquent de poser des problèmes qu'on n'avait pas vu venir, et il faudra sans doute encore piloter dans une autre direction. Mais cette fonction de vigie de la science, qui était évoquée en introduction, elle est vraiment importante. C'est-à-dire qu'elle montre aussi des perspectives où on peut aller. Bon, on verra ce que ça donne. Hein. Ça ne va pas être un long fleuve tranquille, cette histoire-là. On n'a jamais eu autant d'outils. Et donc, moi, là où je suis positif, c'est qu'on a vraiment les moyens de bien faire. Et aujourd'hui, le frein, il est surtout sociétal. Et il est doublement alimenté par l'ignorance qu'ont les gens de l'existence de ces solutions. Donc, sincèrement, il y a des gens qui ne pensent pas que c'est une bonne chose de faire une priorité, de remettre des arbres dans les parcelles. Bon, ok. Et d'un côté, et puis aussi, effectivement, par des gens qui veulent continuer à faire comme ils savent faire et comme ils peuvent faire, et qui bloquent un peu le système, et qui le bloqueront d'autant plus qu'on n'est pas à même de financer la réorganisation des filières. Et souvent, les gens disent « Oui, mais tu ne parles pas des politiques. » Les politiques, ils ressemblent aux gens dans le pays. Sinon, ils ne seraient pas élus. Si, sinon, ils ne seraient pas élus. Non. Écoutez, on parle de la forêt dans un département forestier, dans une grande ville, de ce département. Il y a combien de personnes dans la salle? Alors moi, je suis très content. Il y a combien de personnes qui sont concernées par la forêt dans ce département? Elles sont où? L'indifférence est la règle. Et c'est pas parce que vous êtes conscient que vous êtes dans un pays d'indifférence, qui est une indifférence citoyenne qui se reflète dans l'indifférence politique. Vous comprenez? C'est compliqué, cette histoire. Parce que les gens s'en foutent. Pas vous. Je sais bien, vous ne seriez pas là sinon. Et moi encore moins. Sinon, je n'aurais pas fait le déplacement. Mais, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un cancer de la société, cette incapacité de prendre en compte les solutions. C'est pour ça que moi, je me bats pour l'enseignement des sciences vivantes et de la Terre aux gamins, pour faire une génération qui soit plus à même de comprendre les enjeux, les impacts et de croire aux solutions. Or, on est en train de refaire des générations qui ont 1 heure par semaine, donc, qui seront aussi incapables, aussi massivement en moyenne, inconscientes et pas concernées que maintenant. Mais moi, j'ai quand même un espoir. C'est de faire une autre génération et de lui donner, le produit de nos impôts d'ailleurs, les connaissances scientifiques qu'on a et qui permettent de faire mieux. Donc moi, je refuse de céder à l'anxiété, à la panique.
On va terminer sur ce mot de fin d'espoir. Voilà. Et juste pour vous rappeler que donc il y a un stand de dédicace qui vous attend à la sortie de cette salle. Et merci. Bonne soirée à vous.